Très bien. Merci beaucoup à vous, cher monsieur Daniel. Alain Chokomba, candidat numéro, jusque-là, on ne bat pas encore campagne. Hein. Jusque-là, vous êtes encore dans la course? Oui, numéro 14. Numéro 14. Merci à vous, cher Daniel. Première question, on n'a pas assez de temps. Vous avez été parmi les premiers candidats président de la République à avoir agréé la machine à voter. Et après, vous avez fait marche arrière. Qu'est-ce qui a changé dans le temps? Merci beaucoup pour cette question et merci de me donner l'occasion de m'expliquer là-dessus. Je n'avais pas parlé de la machine à voter, j'avais parlé de la dématérialisation des systèmes de vote. Parce que dans un pays où on n'a pas d'infrastructure routière, on n'a pas de moyens de locomotion et de transport, c'est difficile de pouvoir organiser une élection avec les urnes, le papier et ainsi de suite. Mais les gens ont compris ce qu'ils voulaient comprendre, ils avaient compris que c'était la machine à voter. Et puis quand j'avais visité la machine à voter et que j'avais eu des explications de la part du président de la commission électorale indépendante, j'avais compris que la machine à voter n'était pas un système totalement dématérialisé comme je pensais. Et donc c'est normal que je puisse donner mon point de vue parce que ça ne rencontrait pas ce que j'étais en train de dire. Voilà, donc soutenir la machine à voter, ça n'a jamais été ma position. Et je l'ai toujours dit aux journalistes de me montrer ou de me faire écouter là où j'avais dit que je soutenais la machine à voter, mais j'avais dit que je soutenais la dématérialisation des systèmes de vote. Mais bon, c'est un français, comment dirais-je, c'est trop, comment on peut faire les liens facilement entre dématérialisation et machine. Machine. Moïse Moussangana, dématérialisation, vous en parlez aussi dans votre ouvrage? Si, c'est inclus dans le vote électronique, comme je l'ai dit dans mon ouvrage. Le vote dématérialisé, c'est le DRI, donc le direct recording électronique. Donc c'est-à-dire que le vote est dématérialisé, il n'y a pas de bulletin qui sort en fin de compte. Donc c'est ça, c'est que M. Chokomba voudrait dire. Mais ça a des avantages et des désavantages, surtout dans le pays qui est le nôtre. Mais je crois tout tient d'abord de la loi, tout tient de la loi. Alors même M. Daniel, en soutenant la dématérialisation du vote, il n'avait pas de base aussi juridique pour pouvoir le faire. Ma question première que je voudrais... Justement par rapport à cette base juridique. Oui, juste par rapport à cette base juridique, c'est que vous avez été avec le président Nanga. Quel est le fondement du mode de votation, le fondement juridique, bien sûr, du mode de votation qu'il voudrait, bien sûr, imposer, entre guillemets, je voudrais dire, aux Congolais le 23 décembre de cette année? Je vais vous répondre très clairement, je ne suis pas le porte-parole de la CENI et je ne suis pas là pour justifier, comment dirais-je, la base juridique sur laquelle le président de la commission électorale indépendante se base pour imposer ou proposer aux Congolais un mode de vote. Donc, moi, j'étais hier voir le président de la commission électorale indépendante parce que lors de notre première réunion entre les candidats présidents de la République et les présidents de la CENI, il y avait une très très longue discussion sur des questions juridiques qui s'était terminée en queue de poisson. Et bon, je me suis dit pourquoi on ne regarderait pas la machine ou la partie technique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de vouloir accuser faussement l'opposition. On accuse faussement l'opposition en disant que si l'opposition refuse la machine à voter, c'est parce que l'opposition ne veut pas des élections le 23 décembre 2018. Voilà. Et donc, il a fallu, comment dirais-je, que nous puissions voir si réellement l'opposition a des raisons de pouvoir rejeter cette machine. Je parle de raisons objectives. Ok, justement, vous êtes allé voir Nanga. D'abord, vous lui avez écrit, après moult tractations, il ne répond pas, vous avez fait des pressions médiatiques, finalement, il agrée votre demande. Vous arrivez avec vos techniciens. Qu'est-ce qui s'est passé? Sujet des discussions, sentiment de satisfaction. Qu'est-ce qui s'est-il passé hier? Bon, je vais vous dire, la première chose, c'est que la commission électorale ne nous a jamais fourni les éléments qu'on avait demandés. Quels sont ces éléments? On avait demandé les cahiers de charges. Pour pouvoir comprendre
quelles étaient les requêtes ou le besoin de la commission électorale indépendante pour mettre en place la machine. Quelle est l'importance du cahier des charges? L'importance du cahier des charges, justement, c'est pour vérifier le besoin exprimé par les clients et la réponse donnée par les fabricants. Très bien. Donc, voilà. Nanga ne vous a pas donné ces cahiers? Non. Ça, c'est de 1. De 1. Donc, il a d'abord, il nous a présenté pourquoi ils avaient besoin de la machine à voter. Et aussi, on a compris que la machine à voter a évolué dans le cadre des essais-erreurs. Ça veut dire que la commission électorale indépendante n'avait pas une vision claire de la machine qu'elle voulait. Pourquoi? On n'avait pas un cahier de charges de la machine. Non, il n'y a pas de cahier de charges. Et dans la fabrication de la machine, on a compris qu'ils sont en train de faire évoluer selon les remarques. Pourquoi? Parce qu'il y a la première version de la machine qu'ils appellent P1, il y a la deuxième version de la machine qu'ils appellent PD, il y a la troisième version de la machine qu'ils appellent P3, et ils nous ont présenté la P4. Et ils sont en train de penser à la P5. Ça veut dire que ces machines-là n'ont pas encore atteint le niveau de stabilité d'utilisation. Parce qu'il y a encore des fonctionnalités qui ne sont pas encore maîtrisées. Voilà. Parce que si, dans un an, on a la première version, la deuxième version, la troisième version, aujourd'hui on est à la quatrième version et même la cinquième version, il serait totalement, je l'ai dit, il serait totalement irresponsable de recourir à un outil qui est encore en laboratoire. Très bien. Voilà. Le premier point, cahier des charges. Vous n'avez pas eu accès à ces cahiers des charges pour vous permettre de vérifier si réellement la machine répond au cahier des charges. Voilà. Et on a compris pourquoi on n'a pas eu de cahier des charges. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas eu de cahier des charges? Parce qu'il n'y a pas de cahier des charges. S'il y avait des cahiers des charges, même de la première version de la machine, P1, ils nous auraient donné. Mais maintenant, chaque fois, quand vous faites un cahier des charges et que vous trouvez qu'il y a, comment dirais-je, les fonctionnalités ont changé, vous devez encore écrire aux développeurs ou aux fabricants, en termes techniques, on appelle ça change request. vous-même vous êtes développeur. Oui, ça veut dire que vous change request. Chaque fois, vous avez par exemple envoyé un cahier de charges dans lequel se trouvent vos requêtes, ça veut dire vos besoins, et quand ils vous fournissent le produit et que vous trouvez que le produit doit encore être amélioré, vous devez encore envoyer d'autres spécifications. Donc c'est une raison objective pour vous d'avoir des doutes sur la machine à voter. Bon, je pense que... L'une des raisons. Non, on est encore au début. Allons-y alors. Oui, on est encore au début parce que il y a dans la machine, comme je dis, machine c'est un terminal passif. C'est comme les micros. C'est juste une machine. Mais ce qui est important, c'est le logiciel. Très bien. Le logiciel, c'est comme, comment dirais-je, la vie d'une machine. C'est le programme qui prend le contrôle de la machine, qui fait fonctionner la machine. Et les logiciels aussi, il y a les logiciels de vote, il y a les données des candidats, et ainsi de suite. Et nous avons vécu ça hier. C'est que la machine, c'est vraiment un terminal passif, il n'y a rien. Donc, ce qui fait vivre cette machine-là, c'est, comment dirais-je, un disque SD, dans lequel ils nous ont dit que ça contenait le logiciel de fonctionnement de la machine et l'application de vote, et une clé ISB dans laquelle se retrouvent les données des candidats. Ça veut dire que la CENI prépare ce logiciel-là et prépare les données des candidats, et dans chaque circonscription, ils vont mettre le SD. Mais qu'est-ce qui vous rassure que la CENI va préparer les données des candidats de la même manière, d'une manière équitable? Mais justement, nous n'avons pas eu accès à ces données. Et je pense que vous avez suivi ce que le président de la CENI avait dit. Il avait dit que c'est pour des raisons de sécurité, il ne pouvait pas nous donner ces données-là. Et je leur avais posé la question. Si nous avons une mémoire interne ou un espace de stockage interne dans le disque, pourquoi vous ne chargez pas carrément ces données? Voilà. Pourquoi vous ne chargez pas carrément ces données et on vérifie et on fonctionne? Ils nous ont dit non,
la clé doit rester, comment dirais-je, la mémoire SD doit rester, comme ça on va synchroniser, ainsi de suite. Mais je leur avais dit clairement, nous pensons que c'est dans ces disques-là que se trouvent des logiciels malicieux qui peuvent être commandés à distance à un temps bien déterminé. Que vous avez des Wi-Fi incorporés. Bon, mais ce qui est plus important, c'est la carte SIM. Il nous avait dit non, nous sommes en train de monitorer la machine, l'allumage, le fonctionnement, ainsi de suite. Mais j'avais dit, bon, après l'allumage, vous pouvez enlever la SIM devant nos témoins. Ça veut dire, nos témoins voient que vous avez allumé la SIM. Il dit, non, nous devons continuer à suivre. En fait, c'était, je pense que c'était un débat des sourds. Et nous n'avons pas le temps. Il a fallu rapidement prendre des décisions et faire des propositions. Voilà. Moïse Moussangana, question d'abord sur ce premier développement. Absence de cahier des charges. Ils ont des disques, des entrées USB. Il y a une qui contient d'abord les logiciels de vote et d'autres qui contiennent les données des candidats. C'est un peu difficile. Qui vous dira que cette clé USB ne contient que les données des candidats chez Combat ou des candidats Fati? Il n'y a pas d'autres, comment ça s'appelle, clés USB, beaucoup de clés plus avantagées par rapport à tel candidat et en défaveur de tel autre. Je voudrais dire juste un petit constat avant de poser ma question, parce que M. Daniel Chekomba a parlé de cahier des charges. En termes techniques, on appelle ça règlement technique. Ça veut dire un document qui reprend l'ensemble des principes et d'exigences auxquelles la machine doit répondre. Et ce document est établi préalablement avant la commande de la machine. J'ai toujours dit, même devant à ce micro, que l'ordinateur de vote, ce n'est pas un ordinateur simple qu'on trouve dans les commerces. Donc on les commande sur base de certaines spécificités. C'est par rapport aux besoins du pays. Oui, c'est ce que Daniel Chekomba a dit. Mais la difficulté, effectivement, est-ce que vous ne réalisez pas, M. Daniel Chekomba, que la difficulté de la CENI à vous produire ces règlements techniques qui doivent être élaborés sur base de la loi, c'est de l'illégalité de cette machine-là? Ça, c'est ma première question, parce que la machine n'est pas prévue dans la loi. Donc, auquel cas, elle ne peut pas produire un règlement technique, un cahier des charges qui... Le règlement technique ne peut avoir comme sous-bassement que la loi. Est-ce que ce n'est pas ça la difficulté de la CENI à vous produire ça? Ça, c'est ma première... Vous pouvez lancer si vous avez... Il me ramène toujours sur la loi. Nous allons évoluer sur le plan technique. Oui, monsieur Daniel, sur le technique, parce que non. Là aussi, j'ai comme l'impression que vous vous désolidarisez de vos frères candidats qui avaient voulu que le débat soit porté d'abord sur la légalité. Maintenant, vous allez dans la technicité. Non. Je laisse d'abord la parole à Moussangana pour y terminer. Juste une minute avant que je n'oublie. Je ne me désolidarise pas. En mathématiques, il y a des façons de démontrer quelque chose. On les démontre par absurde. Ça veut dire, on commence d'abord par comment dirais-je, on commence du début vers la fin, tout comme on peut commencer de la fin vers le début. Aujourd'hui, quand on a eu des discussions avec le président de la commission électorale indépendante, il avait dit que les questions juridiques ne se posaient pas. Parce que lui, il a ses articles 47, il a ses articles 237 terres, il les interprète à sa façon. Alors, ce qui est important, c'est de donner à la population congolaise ce qu'ils veulent. La population congolaise ne veut pas utiliser la machine à voter. Pourquoi? Parce que même quand on a parlé hier, le président de la commission électorale indépendante était conscient que le taux de pénétration des smartphones en République démocratique du Congo était inférieur à 8%. On a convenu qu'on peut avoir 10 millions de téléphones, mais c'est une minorité de Congolais qui ont ces téléphones-là. Alors, même l'outil qu'on va présenter aux Congolais, ils ne les connaissent pas. Ils ne l'ont jamais utilisé. Donc, la démarche que j'étais en train de faire, moi, c'est pas que je me désolidarisais de ceux qui pensent que cet outil n'a pas un soubassement juridique, légal, mais je voulais faire une démonstration par absurde. Alors cette démonstration, elle a été payante? Bah oui, absolument, parce qu'on est arrivé
à la proposition que j'avais faite au président de la commission électorale indépendante, parce qu'il nous a présenté, on n'a pas perdu notre temps, il nous a présenté la machine, on a disséqué la machine, même si on n'avait pas eu accès au logiciel, mais on a compris quelque chose. Le bulletin des votes ont été miniaturisés. Les urnes ont été miniaturisées. Le processus de vote a été facilité. Alors, nous, tous ces avantages, pour les ramener dans la zone juridique. Ça veut dire quoi? Quand on a démontré qu'il y avait possibilité de faire le vote à la main, il a dit non, cette possibilité de faire le vote manuel n'est pas autorisée par la loi. Ça veut dire qu'il revient dans les débats juridiques. Donc, c'est ça que je disais, la démonstration... Mais qui fouillait les débats juridiques. Voilà, il revient dans les débats juridiques. Ça veut dire que ce que je fais, c'est la démonstration par l'absurde. Vous voyez? Donc, il avait fouillé du débat juridique vers une zone de confort technique, et dans la zone de confort technique, il se sent inconfortable, il revient dans les débats juridiques. Alors, quelle a été cette proposition qui a fait qu'il revienne dans les débats juridiques? Je lui avais dit, félicitations, vous avez miniaturisé les bulletins de vote, vous avez miniaturisé les urnes, et même les processus, même les décomptages, ça sera facile. Et vous dites que ce qui compte, c'est les bulletins placés dans l'urne. Je suis content. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer la machine à voter dans l'isoloir. La personne part avec son bulletin de vote. Candidat président de la République, il regarde sur l'écran, il retrouve et les numéros, et les noms, et la photo. Il reconnaît, il écrit les numéros sur le bulletin. Voilà. Manuel. Il coupe le bulletin, il met dans l'urne. Voilà. Ça veut dire que la machine ne sera plus utilisée pour imprimer les noms, et la machine ne sera plus utilisée. La machine sera utilisée juste comme un écran d'affichage où nous avons le numéro, les noms et l'identité de la personne que le lecteur va confirmer. Donc, nous sommes dans entièrement manuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, les comptages vont se faire manuellement. La machine n'aura aucune donnée. Même la transmission ne se fera plus par Internet. Non, ce n'est plus nécessaire. Voilà. Ça veut dire qu'à la fin, on va faire le décomptage manuel et on va scanner, comment dirais-je, on va scanner les PV qu'on va renvoyer au centre local de traitement. Et ainsi de suite. C'est là où on a refusé aussi. Oui, c'est là où il a dit. Je vais vous dire, c'est là où il revient. Mais il est pris dans son propre piège. Oui, parce que ça, c'est la proposition la plus logique. Voilà. Parce qu'il me disait non, la loi demande à ce qu'il y ait la photo, qu'il y ait le logo du parti politique. Et quand on avait imprimé un bulletin par hasard, la photo du candidat était floue. C'est une photo noir et blanc, difficilement visible. Voilà. Et le logo du parti politique quasi invisible. Voilà. Il n'y a que le numéro et le nom qui se voient. Je lui dis, mais vous avez déjà fait la classification. Ça veut dire, vous avez déjà numéroté, vous avez associé les noms au numéro pour chaque circonscription. C'est-à-dire, dans chaque circonscription, vous savez que le numéro 15, c'est elle. Le numéro 14. Et donc, les témoins de chaque candidat connaîtront le numéro de son candidat. Quand vous allez faire le dépouillement manuel, on saura tout de suite que c'est celui-là ou c'est celui-ci. Il me dit non, la loi n'autorise pas cela. Je vais revenir à vous. Voilà. Merci beaucoup. Vous voyez, hein, quand ça arrange Nanga, il se cache derrière la loi. Quand ça ne l'arrange pas, il se cache du côté technique. Je crois que M. Daniel a bien compris la supercherie de la CENI et tous ceux qui soutiennent la CENI. Mais je voudrais revenir un peu au logiciel, qui est l'âme de la machine. Nanga, que vous a-t-il dit? Est-ce que ce logiciel-là est libre? Parce que je voudrais dire que la transparence du vote électronique passe par ce qu'on appelle logiciel libre, ou c'est un logiciel qui est fermé ou propriétaire? À qui appartient ce logiciel? Bon, il a dit que c'était un logiciel propriétaire qui appartenait à la CENI. Voilà. Et que la CENI était en train de faire des démarches pour avoir
une sorte de brevet pour avoir inventé le logiciel. Mais bon, je ne pense pas qu'il devait se fermer parce que le logiciel, appartenir à la CENI, ça veut dire appartenir à l'État congolais. Sans cahier de charge. Vous savez... sans règlement technique. Voilà, je vous ai dit que ça a été fait à essai-erreur, essai-erreur, essai-erreur. Ça veut dire que... Et même le logiciel, il est fermé. Voilà, même quand on a posé des questions, pourquoi la machine à voter à 4 ports USB? Non, ça va, on va utiliser ces machines pendant 20 ans. J'ai dit, mais aujourd'hui, l'interface HDMI est en train de remplacer le ISB. Voilà. Alors, vous pensez que dans 20 ans, on aura gardé les USB pour avoir 4... Bon, en fait, ça c'est... Il y a... Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'il faut que les gens arrêtent de mentir à la population congolaise. Ils se cachent dans la zone de confort technique quand ça leur arrange, et ils se cachent dans la zone de confort juridique quand ça leur arrange. Aujourd'hui, tout le monde dit que nous voulons aller aux élections le 23 décembre. Et nous voulons réellement aller aux élections le 23 décembre. Pour nous qui sommes candidats à n'importe quel niveau... Pour la confiance aussi. Oui, pour nous qui sommes candidats à n'importe quel niveau, dépasser la date du 23 décembre, ça sera intenable. Parce que nous avons nos agendas qui sont déjà préparés pour ça. Et nous avons des équipes qui travaillent. Et nous avons déjà mis des moyens en route. Alors, les gens sont passés au stade Tata Raphaël pour dire « nous sommes prêts et les autres ne sont pas prêts ». Moi, j'ai dit hier au président de la commission électorale indépendante, c'est le FCC qui est majoritaire au Parlement et ils ont besoin des élections. Donc, modifier un article de la loi qui veut que la photo et le logo du parti politique apparaissent sur les bulletins de vote, ça ne va pas prendre une semaine. Alors, monsieur Alain Daniel Sekomba, il est temps de passer la parole à Moïse Moussangana. Tous ces éléments réunis, USB, écran tactile, bulletin dématérialisé, miniaturisation, tout. Est-ce que tous ces éléments réunis nous amènent-ils pas dans ce qu'on appelle les votes électroniques? Est-ce que nous sommes toujours dans les votes dématérialisés ou bien nous sommes déjà dans un vote électronique? Non, je pense qu'il y a une confusion. Le président de la commission électorale indépendante... Parce que vous avez dit que c'était une simple imprimante de vote. Non, ce n'est pas une simple imprimante de vote. Vous qui êtes technicien... Je l'ai dit et je continue à le dire, c'est un système de vote hybride. Si on considérait... Non clairement identifié. Non, hybride, ça veut dire on sélectionne sur la machine et on imprime les bulletins pour mettre dans l'urne. Alors ça répond à quelle logique? Ça ne répond à aucune logique justement. Ça ne répond ni au vote électronique ni au vote manuel. Parce qu'en fait... Donc le Congo vient d'innover maintenant. Troisième mode de votation. Vote hybride. Parce que vous utilisez déjà l'interface numérique. Voilà. C'est-à-dire l'écran tactile. Voilà, la machine. Pour faire votre choix. C'est déjà électronique ça. Parce que ce n'est pas un stylo. Et vous imprimez, vous prenez le bulletin qui est physique. On appelle ça récépissé de vote. Hein. Voilà. Non, ce n'est pas le récépissé de vote. Mais Nanga nous dit que ce n'est que des... Non, mais je lui avais expliqué hier quand on était là. En Belgique, par exemple, on peut vous donner les récépissés de vote où il n'y a pas de photo de candidat, rien du tout. C'est juste pour dire qui vous avez voté et ainsi de suite, pour mettre dans l'urne en cas de contestation. Parce qu'il y a un climat de confiance qui règne. Mais ici, il y a un problème de climat de confiance. Et j'avais reçu les gens avant la réunion avec la CENI. Ils me disaient non, vous êtes en train de faire des problèmes pour rien. L'électeur va reconnaître son candidat sur la photo qui sera imprimée. Mais hier, si vous voyez la qualité de la photo qui est imprimée, vous ne reconnaissez personne. Moïse Moussangana? Oui, je voudrais enchaîner avec une question, parce que je n'avais pas terminé ma question sur le logiciel. Monsieur Alain Sekomba, Daniel Sekomba, vous savez bien que
les logiciels se présentent sous deux formes. Le code source et le code binaire. Oui. Bon, je voudrais savoir, est-ce que sans la connaissance du code source, est-ce qu'il peut y avoir transparence dans... Non, il peut pas y avoir transparence. Il peut pas y avoir transparence. C'est pour ça que moi je voulais pas, dès l'instant où il avait dit qu'il ne voulait pas nous donner ces éléments, j'avais compris qu'il n'y avait pas de transparence et qu'on était en train de perdre le temps. Il a fallu faire une proposition qui va enlever l'utilisation de la machine. Mais puisqu'il ne veut pas non plus de cette proposition, il dit que ce n'est pas, ça n'a pas de base légale, il ne veut pas vous donner le code carte et tout. Le code source. Le code source, ça va se passer comment? Non. Il ne veut ni l'un ni l'autre. Vous savez, il n'est plus dans aucune zone de confort. Voilà. Parce qu'en fait, dans la zone de confort juridique, il a perdu la bataille. Et dans la zone de confort technique, il a perdu la bataille. Donc, moi je pense qu'il est temps, parce qu'il a dit, il accepte ma proposition pourvu que la loi soit modifiée par rapport à la présence de la photo et du logo du parti politique sur les bulletins. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui apparaît? Il m'a dit que la loi dit que sur les bulletins de vote, on doit voir la photo et le logo du parti politique sur les bulletins. Alors, vous savez que sur cet écran de la machine à voter, vous voyez la photo et le logo, mais quand vous imprimez sur les bulletins de vote... Est-ce que le logo et la photo aussi sortent? Mais invisible, on peut même dire flou à voir, vous pouvez pas... J'ai imprimé, c'était ça même l'objet de la discussion avec... Merci beaucoup, M. Daniel Chekomba. On va passer à la deuxième partie de cette émission. Vous regardez Kiosque édition spéciale, madame, messieurs, pour ce vendredi, vendredi 2 novembre 2018. Nous recevons pour vous le candidat président de la République, Alain Daniel Chekomba, qui était avec la commission électorale sur les débats techniques. Nous sommes en train de co-présenter ce magazine spécial avec Moïse Moussangana, qui a écrit sur la machine à voter. Alors, monsieur Daniel, peut-être ma dernière question avant de laisser les 10 dernières minutes à Moïse Moussangana. Avec tout ce que nous avons connu comme des crises politiques, les années 60, nous sommes arrivés en 64. De 64, Mobutu arrive, il met tout le monde par terre, il suspend la constitution. On vient, on organise les élections, vaille que vaille. Mouzé arrive, Mobutu installe la dictature. Mouzé arrive, il neutralise tout le monde. Lumumba est mort. Je vous ai même vu dans un documentaire, allez voir là où on avait assassiné Lumumba. Mouzé arrive, il suspend la constitution. Nous sommes allés à Sun City, des rébellions par-ci par-là. Quand vous lisez les préambules de notre constitution, on vous dit que toutes les crises que le Congo a connues depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, cette crise a comme corollaire la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Nous sommes allés aux élections de 2006. Il y a eu la guerre dans cette ville. 2011, Tshisekedi a contesté les résultats. 2016, on n'a pas eu des élections. Comme Moïse l'a titré dans son dernier ouvrage, on a sabordé un processus. Aujourd'hui, 2 ans passés, on n'a pas ces élections. Est-ce qu'on a besoin encore de tout ce que vous décrivez comme faille en amont du point de vue du processus électoral? Est-ce que ça nous garantit une période post-électorale apaisée? Non, justement. C'est d'où l'importance de, comment dirais-je, de mon implication personnelle pour apporter mon expertise technique, pour faire cette démonstration par l'absurde, comme je l'ai dit. J'ai compris que les gens sont en train de vouloir préparer un chaos électoral. Ça veut dire, allons aux élections, tout en sachant que ces élections ne seront ni crédibles ni transparentes, et nous allons gérer l'après avec des négociations et un gouvernement de transition. Bon, il y aura un président élu qui sera président, pas contesté ou contesté. On fait un gouvernement de transition, mais personne ne veut comprendre que non seulement nous allons dépenser beaucoup d'argent, mais la carte du peuple est imprévisible aussi. Voilà, nous allons dépenser beaucoup d'argent inutilement, et deuxièmement, nous allons faire tuer les gens. Et donc, le président ou la commission électorale indépendante... Est-ce qu'à la CENI, on comprend cela? Quand vous parlez avec eux, vous avez l'impression qu'ils comprennent les dangers? Je pense que il y a un problème de responsabilité
qui n'est pas bien intégré. Parce que quand on parle avec les gens de la CENI, ils nous disent tous ces opposants qui refusent la machine à voter, c'est parce qu'ils veulent des négociations, ils veulent des postes. C'est ça la logique qu'ils ont dans leur tête. Mais comment un président de la CENI peut dire des choses comme ça aux partenaires? Je l'ai dit clairement, je l'ai dit ici clairement. Quand vous parlez avec eux, ils vous disent non, nous avons fait le choix, c'est la machine à voter ou rien, on va aller avec la machine à voter, sans tenir compte des conséquences que cela risque d'avoir. Parce que je lui avais dit, la machine à voter divise les Congolais. Il m'a dit, qu'est-ce qui ne nous divise pas? Ah bon? Alors, M. Daniel Alain Chokomba, je vous laisse entre le maître de Moïse Moussangana. Mais est-ce qu'on ne peut pas contrer tout ce que vous décriez, USB, clé ceci, par des témoins? Non, on ne pas mettre des témoins. Non, c'est trop complexe. Vous savez, dès l'instant où vous introduisez la machine, oui, les témoins ne seront pas dans l'isoloir. Les témoins ne verront pas, comment dirais-je, comment le bulletin va sortir et ainsi de suite. Ils vont attendre les comptages à la fin. Ils vont attendre les comptages. Je pense que la proposition la plus simple, c'est de regarder la machine et d'écrire les numéros. Moi, je pense que vous avez 7 minutes avec M. Alain Chokomba. Oh, Monsieur Alain, vous êtes friand d'une démarche absurde. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est absurde? C'est que Nanga vous propose, ou vous a proposé, d'adapter une loi, d'adapter la machine à la loi, laquelle loi ne prévoit pas cette machine. Est-ce que ce n'est pas une absurdité? Ouais, c'est justement, en fait, comme je dis, lors de la première réunion, le président de la commission électorale indépendante s'est caché dans la zone de confort technique. Après la réunion entre mon équipe et lui, il revient encore dans le confort juridique. Mais c'est à vous, les juristes, de démontrer que il a perdu la bataille sur le plan technique. Parce que s'il dit que c'est une proposition pertinente, je lui avais même dit hier, quand dans des pays civilisés, quand vous violez une femme par exemple, ce n'est pas la femme de prouver que vous l'avez violée, c'est à vous de prouver que vous n'avez pas violé. Voilà. Alors, nous, aujourd'hui, nous disons que la machine à voter a des scripts malicieux et des tricheries. Ce n'est pas à nous de prouver, c'est à vous, la CENI, de nous prouver. Donc, il a perdu la bataille sur le plan technique. Et il revient sur le plan juridique pour dire la loi ne m'autorise pas. Mais moi, je suis un peu perdu. Qu'est-ce que la loi l'autorise et qu'est-ce que la loi ne l'autorise pas? Bon, on avance. Est-ce que vous pensez qu'avec la machine à voter CENI, est-ce qu'il y a-t-il possibilité d'y introduire un programme malicieux, un programme pirate, à même de dénaturer les données? Mais c'est clair. Pourquoi il ne nous a pas donné les codes sources? Non pas seulement introduire un programme pirate, mais aussi on peut introduire des scripts. Je lui avais dit ça hier. Des scripts qui s'appliquent à une heure bien déterminée et qui sont effacés avant même qu'on ne puisse regarder le log. Parce que, entre autres, vous savez que les Britanniques ont demandé un fichier log externe pour pouvoir voir, c'est comme la boîte noire d'un avion, pour pouvoir suivre tout le processus effectué par la machine. La CENI a écrit dans ses réponses à discuter. Bon, alors, si vous ne voulez pas de log, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a possibilité d'exécuter un programme dont vous ne voulez pas que les gens puissent voir les traces. Donc tout ça, ça va prendre beaucoup de temps sur le plan informatique, de pouvoir suivre la programmation et ainsi de suite. Mais il nous reste 20 jours pour commencer la campagne. Votre proposition là demeure la meilleure. Hein? Ben voilà. Alors, est-ce que je vous ai suivi sur Top Congo avec le confrère Christian Lussakweno? Vous étiez en train de parler justement de la programmation. Vous avez dit, si on ne suit pas ça réellement, on peut par exemple, je ne connais pas les termes techniques que vous avez utilisés, passez-moi que je l'explique d'une manière journalistique. Vous avez dit, on peut programmer la machine des gens de 6 heures, l'heure de l'ouverture du bureau de vote, jusqu'à 15 heures. Si vous votez A, que la machine donne les résultats A. Oui. Si vous votez B, que la machine donne le résultat B. Si vous votez candidat C, que la machine... Mais à partir de 16 heures, si vous votez A, que la machine donne le résultat C. Même si vous votez B, la machine donne le résultat C. Oui, comment vous avez expliqué ça techniquement? Non, mais c'est ça qu'on appelle des programmes malicieux. Voilà. Parce qu'en fait, aujourd'hui,
entre votre vote, qui est l'interaction homme-machine, et l'interprétation de la machine elle-même, c'est autre chose. Vous pouvez voter le candidat A, mais la programmation comprend que c'est le candidat C. Mais vous, l'interaction homme-machine... Est-ce qu'on doit vous associer les candidats dans la programmation? Est-ce que c'est possible? Ça se fait sous notre ciel? Et c'est pour raison de transparence. C'est pour des raisons de transparence, justement. Mais or... surtout que c'est une première expérience pour nous. C'est une première expérience, mais en fait, il n'est même pas question de discuter encore de la possibilité d'utiliser la machine à voter pour imprimer les bulletins de vote. Je pense que la chose la plus facile aujourd'hui, c'est de revenir sur les manuels en utilisant le bulletin que nous avons déjà. Parce qu'il y a les bulletins, il y a les urnes. On ne va pas nous dire qu'on doit encore, comment dirais-je, réimprimer les bulletins. J'aime le format des bulletins actuels. C'est miniaturisé et c'est simplifié. Et donc c'est facile pour le décomptage. Comme nous avons un écran avec les numéros et les, comment dirais-je, les photos et les logos, donc tout le monde va reconnaître son candidat et puis va dire, bon voilà, moi je veux le numéro de 150. Alors on a dit que les discussions vont se poursuivre pendant ces temps, les temps avancent, c'est pas pour vous rouler dans la farine. Et pour terminer, en ce qui me concerne, vous pensez partager cette expérience avec vos pairs de l'opposition? Ben oui, absolument. Je pense que si nous voulons être sérieux et que nous voulons réellement les élections, revenons dans les fameux débats juridiques, dans la zone juridique, là où se trouve maintenant le président de la commission électorale. Là où il n'avait pas voulu au début. Voilà, revenons dans les fameux débats juridiques, parce que moi je pense que là où il s'accroche, c'est quand il dit la photo et le logo du parti politique doit apparaître sur les bulletins. Alors, s'il y a un article de la loi qui dit ça, mais supprimez la photo et les logos et mettez les numéros du candidat. Moses? Oui, Monsieur Daniel, vous avez parlé de log, le fichier log. Je crois qu'il faudrait, pour le confort des téléspectateurs, leur expliquer. Ça veut dire, c'est un fichier qui reprend l'ensemble des informations, des activités faites par la machine. Voilà. Bon, ma question c'est la suivante. Si déjà le vote, l'acte de voter pose problème et qu'on sort, est-ce que vous pensez que l'observation de ce vote électronique peut être aisée? Non, pas du tout. Les gens sont en train de parler des témoins. Mais dès l'instant où le vote n'est plus manuel, le vote devient électronique, alors il faut engager des témoins informaticiens. Si vous voulez. Mais c'est que les candidats viennent avec leur clé USB pour... Parce que dès l'instant où vous changez d'outil, ça devient beaucoup plus complexe. Ça devient de loin beaucoup plus complexe. Mais il y a vos compères politiques qui pensent que rien qu'en mettant des témoins dans le bureau, on peut contourner tout ce problème, tous ces défis. Il y a même l'un des grands partis de la place qui a dit qu'il allait aux élections avec ou sans cette machine à voter. Chacun fait son... Mais avec quelle garantie? Parce que vous, en tant que développeur de système, vous, en tant que quelqu'un qui maîtrise bien cet outil informatique, vous décriez tout cela. C'est parti qui dit partir et aller aux élections. C'est avec quelle garantie par rapport à tout ce que vous développez tout Mais moi, je ne sais pas faire des commentaires par rapport au choix d'un parti politique. Je suis candidat comme leur candidat. Et je pense que moi, je n'ai pas de garantie. Quel est le taux, qu'est-ce que le président Nanga vous a dit, quel est le taux de sensibilisation aujourd'hui de la population sur la machine? Votre dernière question, hein, Moïse. Okay. Et je pense qu'il avait compris qu'il communiquait difficilement. Il avait dit qu'il n'était pas communicateur. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Monsieur Alain Daniel Sekomba, il est candidat président de la République. Édition spéciale, vous allez regarder cette caméra HD là. Et vous allez vous adresser à la langue de votre choix. Si vous voulez en Swahili, Boa, ou vous voulez en Lingala, en Tetela, Kemafumbe, en français ou en Lingala. En résumé, 3 minutes, dites aux Quinois qui vous suivent et aux Congolais de la diaspora, parce que l'émission est aussi en ligne. Qu'est-ce que vous vous êtes dit et qu'est-ce que vous avez découvert et constaté comme faille ou bien comme avantage dans cette machine à voter, les risques y compris? Bon. Dans la langue de votre choix. Non, on va parler en Lingala parce que beaucoup de Congolais... Regardez cette caméra. Ok. Bon, Bandeko, Bisoto Kendeki Lobby, comme on a président et la commission électorale indépendante. Prenez les attitudes d'un président de la République. Hein. Poto... Poto tala eloko nini ezalaki na kati ya kapo. Siko na kapo ya informatique tozaka na biloko mibale. Kapo oyo ya nzoto ya physique na kapo ya
oyo esalaka ke machine et fonctionner. Bon, tofungola ki capot oyo ya nzoto. Mais capot oyo ya molimo tofungoli yango te po président commission électorale alobi akopesa biso yango te. Mais poto le ki satan pamba te to yebi ke biloko wana nyonso eza normal te. Parce que comment o ke nozwa bomo ya machine c'est nié moko mutaza ko traiter yango et puis o ke no tchana machine et loko nini ko yebisa biso ke ba donner o ya tchana machine oyo ou bien ba programme o ya tchana machine oyo et ko sala ba tricherie tendenge biso tozoloba. Que lobi poto gagner temps. Machine wana to utiliser ngo neti kaka album ya photo. Otali photo ya candidat na yo, numéro na ye, okomi yango na bulletin de vote, otie na urne. Voilà. Wana to longoli makambo nyonso etali transmission ya données électroniques, to longoli makambo nyonso etali impression oyo photo ya muto na ozomona ngo malamu te, comptage ko salema manuellement, transmission ya ba PV ko salema manuellement et puis to ko prolonger te. Président commission électorale à lobby loi ezako pekisa yango mais bandani aboyi à lobby loi epekisi yango mais bandani bazako sala ba loi bato kaka baza na parlement o ba lobby ke photo kende élection le 23 décembre donc ngana zo senga population to boya ko kende ko imprimer ba bulletin wana na machine toko maba numéro ya ba candidat na biso na maboko na ba kombo na ata to kombo te po to yebi déjà que numéro 15 eza mutu te candidat na mutu numéro 15 eza fete témoin ya mutu na mutu akoza na numéro ya candidat na tango to ko sala dépouillement soki balobi numéro 14 ba yebi keza Shekomba omoni balobi numéro 12 ba yebi keza boy ba yebi donc on a eu le mot marché à bateau. Eza question ko boma marché te. Merci. Voilà, eza question ko boma marché te, mais eza des questions ba politiciens batika ko kosa ba congolais. Hein? Oh non, to yebi technique te ba congolais pe baza na bana na bango o ba yebi technique. Voilà. Omoni. Loko abino ba oyo. Voilà, to yebi droit ba congolais pe baza na bana na bango pe o ba yebi droit. Merci mingi. Voilà, donc liloba suka yango.